Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'interviewer Smaïn de Sma Therapy. Tu l'as sûrement déjà vu en story sur Instagram te donner un max de conseils pendant son running matinal. Passionné de course à pied, kiné et ostéo, il n'est pas avare en conseils lorsqu'il s'agit de santé et de te faire bouger. Le tout avec un sourire bienveillant et une bonne touche d'humour. Smaïn, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Comment vas-tu? Salut Max, ça va bien, merci. Merci pour cette petite présentation dynamique. C'est exactement ce qui me correspond. Et Ouais, je puis, crois aussi, hein. content que tu m'as invité pour ce podcast et pour continuer à partager tout ce qu'on a à dire sur notre fabuleux métier qui est en constante évolution. Ouais, on va en parler, mais c'est vrai que tu es, très dynamique sur les réseaux et je trouve que tu le fais très bien. Je pense que tu es clairement d'utilité de santé publique avec tout ça. Voilà, tu as une belle visibilité et ça te permet je pense, de faire bouger les gens, d'avoir un vrai impact au niveau de la santé de ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast. Et puis surtout, il faut savoir que tu es l'un de mes premiers contacts Instagram, en tout cas sur mon réseau professionnel. À l'époque, tu t'appelais Ah, Sortie sur blessure. exactement, Ouais. comme ça que j'ai commencé sur les réseaux. J'avais bien aimé le pseudo. Et je t'avais remarqué en fait par la pertinence un peu de tes questions, et notamment en fait sur les lives de Rémi Lancou, tu sais, pendant le premier confinement, qu'on salue bien Ouais. évidemment. C'était une période particulière, c'est vrai, mais tu vois, il y avait quand même des trucs cool à cette période où bah, il y avait un certain dynamisme. Et je me rappelle de Rémi qui faisait quand même pas mal de lives pendant cette période. Donc c'est comme ça, ouais, effectivement, qu'on a Ouais, commencé à à échanger. Ouais. discuter, ouais. Ouais, Ouais, moi, exact. c'est là où j'ai commencé. Je venais juste de commencer, juste avant le confinement. Je m'étais lancé un peu dans les réseaux, sorti sur blessure, en commentant un petit peu justement, les blessures sportives. Bon, après, j'ai changé un petit peu d'orientation, mais c'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé juste avant le confinement. Je trouvais que sorti sur blessure, ça me permettait d'allier à la fois l'actualité sportive, là, et puis de parler un petit peu de nos métiers. Je trouvais aussi qu'il y avait pas mal de conneries qui étaient dites à la télé. Ils mélangeaient tout, tu vois. Il a une tendinite, il a une lésion musculaire. Toi, c'était pas très précis. Donc, moi, je me suis dit, ben, je vais essayer de... Mais c'est pas si facile à faire. Non, c'est sûr, de rétablir la vérité et de contrecarrer un peu le mainstream autour de tout ça. Mais c'est bien, maintenant, il y a de plus en plus de confrères sur les réseaux sociaux qui ont la parole et qui permettent de donner la bonne information aux patients, aux sportifs, etc. Smaïn, peux-tu te présenter rapidement aux quelques-uns qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Smaïn Benarbia. Je suis kiné dans le sud-ouest de la France. Je suis kiné depuis 15 ans. J'ai fait mes études en Belgique, à Liège. Après, je suis venu m'installer sur Toulouse. Depuis, j'y suis toujours. J'ai fait kiné sport en sortant de l'école. Après, je me suis lancé dans la formation d'ostéo. Parallèlement, j'ai monté mon cabinet assez rapidement. J'ai fait un an d'assistanat. Après, je me suis monté. 5 ans après, ben, on a agrandi et on a monté un cabinet pluridisciplinaire. Depuis 2 ans, bientôt un peu plus de 2 ans, je me suis lancé sur les réseaux. Parallèlement, voilà, j'ai travaillé un peu dans le sport plutôt amateur avec les clubs de ma région. Voilà, je suis sportif moi-même. Je suis papa de 2 enfants. Et puis voilà, tout va bien. Et justement, tu disais que tu faisais du sport, tu fais beaucoup de CrossFit actuellement. Tu partages une partie d'ailleurs de tes entraînements sur les réseaux, en story. Je crois savoir que bah, effectivement, tu as fait beaucoup de sport dans ta vie. Peux-tu retracer un peu ton parcours sportif? Ouais. Alors, j'ai fait beaucoup de sport depuis tout petit, effectivement, et j'ai un peu touché à tout. J'ai jamais été excellent non plus, mais j'ai diversifié pas mal des mouvements différents. J'ai commencé par le basket. Après, j'ai fait pas mal de ski aussi. Je viens de Grenoble, aller au ski tous les hivers et mes frères faisaient du ski, donc ça m'a influencé dans le ski pas mal. D'ailleurs, j'ai failli faire moniteur de ski et pas kiné, ou alors les deux, mais bon, j'ai changé d'orientation. Donc, le Ok. ski, c'est une grosse partie. Après, j'ai fait de la natation, beaucoup de natation. J'ai fait du rugby quand je suis arrivé aussi dans la région. Je me suis un petit peu remis au rugby. Après, une fois que la vie professionnelle et les études, tout ça, ben, je suis resté plutôt sur le running. Bah, le CrossFit, ça c'est tardivement, hein. C'est depuis le confinement, tout ça, que j'ai vu que c'est devenu un petit peu à la mode et que tout le monde s'y est mis. Je me suis dit pourquoi pas, j'étais pas mal chaud en endurance. Mais le côté force, côté haltéro et gym, c'était pas des mouvements qui m'étaient trop familiers, tu vois. J'étais plus sur le sport d'endurance. Ça m'a plu, tu vois. Je me suis bien pris puis ça va bien avec notre métier. On t'apprend pas mal de mouvements, pas mal de trucs que tu vas utiliser en séance ou en préparation physique. Donc voilà, je me suis bien pris au jeu et puis ça correspond bien à notre façon de travailler aussi parce qu'on a un laps de temps assez court. Tu vas avoir une séance assez structurée où tu vas apprendre pas mal de choses. Pour nous, c'est même plus qu'un sport. Je dis, c'est quasiment une formation que tu fais au long cours.
Et puis, ils ont quand même une philosophie de vie assez particulière qui correspond aussi à un maintien de la santé. Ils parlent de nutrition, ils parlent de prévention. Ils font, voilà, tout n'est pas bon, hein, bien sûr, il y a des défauts et des excès, parce que ça devient assez vite addictif pour tout le Ouais. monde. Tout le monde se prête au jeu et parfois, ouais, il y a beaucoup de blessures aussi, on va pas se le cacher. Quand on sait gérer le sport et quand on a un passé sportif et qu'on fait ça en loisir, entre guillemets, c'est parfait. Après, ceux qui s'y lancent tête baissée à fond, fois, se blessent sans savoir comment, bah, nous, on est là aussi pour les aider. Donc, c'est un vivier de patients aussi assez important pour nous. Il y a pas mal de kinés qui font du CrossFit. Moi, dans ma box, il y en a deux. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que Je chaque pense. kiné, prépa physique, coach, enfin tous ceux qui ont un impact avec des gens dans le sport devraient à un moment donné passer par un sport comme celui-ci, que ce soit par le CrossFit, soit éventuellement par de la musculation plus classique. Tu peux pas Ouais, dire que tu fais de la kiné du sport si tu n'es pas capable en fait de réaliser correctement des mouvements, des patterns de base, que ce soit un squat, un soulevé de terre, un développé couché, une bonne traction, et surtout après, en fait, le coacher. Et effectivement, il y a de plus en plus de jeunes confrères qui s'y mettent, même des moins jeunes. Mais c'est une porte d'entrée intéressante, effectivement, le CrossFit. Après, tu as raison de souligner qu'il faut faire attention, comme tout, d'y aller progressivement. Et il y a ce côté peut-être du CrossFit très ludique et à la fois un peu ouais, addictogène que certaines personnes peuvent ressentir. Comme tu dis, c'est sur des laps de temps très courts, c'est structuré. Il y a aussi un effet communauté qui fait qu'il y a des gens qui vont arrêter le sport pendant un certain laps de temps et qui vont se retrouver là-dedans, en faire énormément d'un coup. Et c'est là c'est où ça. effectivement il y a tout un tas de problématiques, de pathologies qui peuvent subvenir. Et comme tu dis, bah, du coup, c'est un vivier de patients qu'on peut avoir. Mais je pense qu'effectivement, on peut aussi avoir un impact, nous, de sensibilisation par rapport à tout ça. Et c'est super intéressant que tu en parles. Ouais. Moi, je vois dans ma box, c'est vrai que le profil le plus souvent, c'est des anciens sportifs qui se mettent au CrossFit parce qu'il faut avoir quand même un passé un peu sportif pour eux. Au début, tu peux prendre une claque en disant, oula, c'est quand même assez violent. Si t'es pas sportif, par exemple, t'as aucune endurance ou t'as aucun geste technique de tous les sports qu'ils demandent, c'est assez difficile, même si ils adaptent les séances, même s'ils vont te dire que c'est accessible à tout le monde, tout ça. Mais le rythme, il faut quand même prendre le train en marche. Ils vont te faire des séances adaptées, mais assez rapidement, il va falloir quand même toi-même t'adapter, toi-même faire de la mobilité à côté, t'investir en fait sur ce sport. Ils vont pas t'attendre 107 ans, quoi. Ils vont s'adapter au début pour que tu t'adhères, mais après. Donc c'est aussi ce côté motivant, ce côté entraide, ce côté recherche, ce côté investissement personnel moi m'a plu et qui te fait remettre en question, te dire bah, comment ça se fait que tu n'arrives pas à enchaîner les distractions. Il va falloir peut-être travailler en amont sur d'autres mouvements. Et c'est un petit peu la même philosophie que quand tu reçois un patient où tu vas lui dire bah, tu t'es blessé, mais pourquoi? Il va se remettre en question, tu vas savoir pourquoi, et c'est à lui aussi d'apporter les réponses. En tout cas, moi, ce que j'essaie de développer, c'est de dire au patient, voilà, tu vas devoir trouver toi-même les solutions. Moi, je vais t'aider, je vais te donner peut-être une motivation, peut-être voilà, je vais te donner des exercices, des clés, mais après, c'est à toi de te remettre en question et d'apporter toutes ces réponses-là et d'avoir une autonomie. Ensuite, tu vois, tous les crossfitters, quand ils arrivent, ils font les WOD, ils font les exercices avec le coach, mais très rapidement, ils vont faire des exercices en parallèle. Ils vont faire pourquoi pas de la muscu, ils vont se mettre à la natation, ils vont faire du vélo en dehors, tu vois. Donc, ils vont développer, ils vont aller chercher dans d'autres sports ou dans d'autres disciplines, essayer d'améliorer leurs lacunes, tu vois, de combler un petit peu chez nos manquants chez eux pour être assez complet. Complètement. Et en plus de ça, le CrossFit, comme on l'a pu le connaître il y a quelques années en arrière, à ses débuts, on va dire en France, au début des années 2010, c'était complètement différent de ce que ça peut être aujourd'hui. Si tu regardes les games aujourd'hui, les activités qu'ils peuvent proposer sont beaucoup plus diversifiées, avec Ouais. peut-être de la natation, comme tu as pu en parler. Et puis, je sais que les derniers games qui se sont passés, ont été très particuliers avec beaucoup de nouveautés. Donc, ça permet effectivement aux gens de se réinventer, de ne pas rester dans leur zone de confort. Il y a un truc qui m'a fait tilt dans ce que tu viens de dire, c'est l'investissement personnel. Ça peut permettre à certaines personnes d'être relativement autonomes. Le parallèle que tu as pu faire avec nous, c'est vrai il fait sens, où ben, toi, tu vas donner un starter, tu vas accompagner l'athlète, mais effectivement, à un moment donné, ben si lui il ne fait rien, il va rien se passer. Il va rien se passer, ça c'est clair, on a tous ressenti. Effectivement, l'investissement du patient, du sportif ou de la personne que tu vas aider, elle est capitale dès le début, dès ton bilan, elle est capitale de la connaître, de l'identifier, de pouvoir quantifier le taux d'investissement que la personne va mettre. Et en fonction de ça, et tu vas pouvoir aussi t'adapter
à ce que tu vas lui apporter, tu vois. Il faut que ce soit quand même équilibré. Il y a un déséquilibre quelque part, si tu lui en donnes trop peu, par exemple, un kiné, il va faire toujours le même traitement ou qui va pas s'investir et quelqu'un qui est très motivé et il va partir forcément. Ou inversement, un kiné qui est ultra motivé, il va te dire, ouais, tu vas devoir faire ça, ça, ça. Et le patient, ben, il n'est pas prêt à faire tout ça ou alors il comprend pas ce que tu lui demandes. Enfin, tu vas pas réussir à l'aider assez facilement. Donc, il faut que ce soit proportionné. Donc, même pour le sport, tu t'inscris au CrossFit et que tu te dis, bah, moi, c'est juste pour me remettre en forme, mais ça va marcher parce que voilà, tu vas t'adapter aussi. Et le coach va s'adapter. Tu vois, il va se dire, bon, bah, lui, il veut pas trop se dépasser, il va vouloir se remettre en forme. Donc, il va s'adapter un petit peu à l'engagement qu'il va te donner. Puis voilà, ça va s'auto-équilibrer. Et puis, c'est ça qu'il faut trouver dans le sport ou dans une discipline ou dans une pratique. Mais même dans un traitement, tu vois, il faut doser entre l'engagement que tu vas donner et la personne, ce qu'elle attend. Ouais, c'est un mot intéressant que tu as pu dire, adaptation, effectivement, qui est cet équilibre qui va se faire finalement entre l'association d'un professionnel du sport et potentiellement de la santé et un sportif, quel que soit le niveau finalement. Et c'est Ouais, là, c'est effectivement. dans le CrossFit. Ils ont Ouais, cette capacité à pouvoir s'adapter. Parce que moi, je m'entraîne avec des gens qui sont débutants, comme avec des gens qui sont presque professionnels. Pourtant, on fait quasiment les mêmes mouvements. On a tu vois, le même entraînement. C'est ça ce qui est fou, quoi. C'est que et moi, je vais pouvoir peut-être le dépasser sur certaines choses et lui me défoncer sur d'autres choses, mais on va quand même avoir, tu vois, la même chose et on va s'encourager ensemble. Tu vois, donc paradoxalement, tu peux avoir des profils différents et qui s'apportent différentes choses. Et puis, le coach, ils ont cette capacité à pouvoir s'adapter à chaque profil dans la même séance. effectivement, il y a cette adaptation au niveau des objectifs et des besoins de la personne, mais effectivement aussi en fonction de la complexité et du profil en fait athlétique actuel du sportif. Et donc, tu vas adapter ben, la complexité de l'exercice, tu vas faire des régressions ou des progressions au niveau Voilà. de cette complexité-là. Et puis, tu peux jauger aussi bah, l'intensité et le volume en fait de ton entraînement carrément. Voilà. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Tu vois, tu peux avoir une mamie et derrière un sportif semi-pro ou pro. Bon, je vais pas te dire que tu vas leur proposer le même exercice, mais quand même, tu vas pouvoir t'inspirer des mêmes choses pour les faire progresser ou pour les soigner. Tu vois, si tous les deux ont une fracture, il va tous les deux falloir les remettre en charge progressivement. Tu peux t'inspirer du squat. Lui, ça va être un squat à 120 kilos et elle, ça va être se soulever de la chaise, mais pourtant, tu vois, c'est le même pattern de mouvement. Tout simplement parce que on soigne des humains en fait, tout simplement. Et qu'on grandit de la même façon quasiment, qui ont eu la même évolution motrice et qui ont les mêmes besoins de mouvement. Effectivement, quand on analyse le mouvement, on a un recul qui nous permet d'aller au-delà du sport et de nous dire, bah, dans l'évolution de cette personne ou dans l'évolution de l'être humain, quelle est la place du mouvement, plus qu'un sport, plus qu'une pratique sportive. C'est quasiment vital, tu vois, le mouvement, si tu le remets au cœur de la vie de quelqu'un, ça démarre depuis tout petit, puis ça s'arrête jamais, quoi. En tout cas, quand ça s'arrête, ben, finalement, c'est la fin. Pour moi, tu vois, le mouvement, ça devrait être au cœur de notre vie. On n'y porte pas assez d'intérêt, tu vois. Du premier jour, on va se développer, voilà, les 3 premières années en termes de mouvement, c'est énorme. Toute sa vie, après, il va y avoir peut-être, on va faire du sport et on va constamment être en mouvement. Et ça va déterminer toute notre santé et toute notre évolution. On s'attarde sur la richesse ou sur des biens matériels, mais sur la capacité à développer notre mouvement, avoir une intelligence du mouvement, ben c'est largement sous-développé. On oublie assez vite de remettre du mouvement dans sa vie, Mm. même pour quelqu'un qui le sait. Bah, tu vois, pour finir un peu sur ce sujet, je pense que c'est très bien dit. Tu as parlé de mouvement. Finalement, kinésithérapie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la thérapie par le mouvement d'un point de vue Exactement. étymologique. C'est une belle fin sur ce sujet. Comme tu as pu en parler, ça fait 2 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Tu partages énormément de contenu, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Finalement, comment t'es venue cette idée? J'ai eu l'appendicite et en fait, j'étais pas tellement réseau. En fait, j'avais un vieux Facebook que je regardais vite fait. Je trouvais que c'était un peu du voyeurisme. Tu vois, j'avais une idée quand même, une idée préconçue sur les réseaux un peu négative. Tu vois, me dire, ouais, ça te fait perdre beaucoup de temps. Et puis, c'est un peu du voyeurisme. Et en fait, quand je me suis arrêté, du coup, j'avais moins d'activité. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime faire quand même pas mal de choses. Tu vois, que ce soit monter le cabinet, m'investir dans le sport, m'investir dans d'autres choses. Donc, du coup, je fais pas mal de choses. Et quand j'ai eu rien, enfin, entre guillemets, je me suis posé chez moi, je me suis mis sur YouTube, tu vois, bêtement, quoi, comme on regarde une vidéo.
c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il y avait des professionnels de santé qui partageaient leur métier, que ce soit Major Mouvement, que ce soit Monsieur Clavicule, tu vois, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, on peut aussi faire ça, tu vois, c'est une façon de partager ce qu'on fait, d'apporter quelque chose au plus grand nombre, de partager ses connaissances et puis trouver l'exercice assez bien. Donc, c'est comme ça que je m'y suis mis de fil en aiguille, de poste en poste, j'ai essayé de m'améliorer. Au début, je faisais des posts écrits, puis après, je me suis mis plutôt à la vidéo. J'ai essayé, tu vois, toujours de m'adapter au temps que j'avais, parce que je savais faire de mieux. Et au début, je me suis pris un petit peu trop au sérieux. L'image qu'on a du travail, nous, c'est le travail de fin d'études, ou du travail de... Tu vois, on se met la pression avec les études scientifiques, il faut que ce soit assez carré, tu vois, comme on a tous plus ou moins la même formation, assez scientifique, pas plus ou moins scientifique, mais on va dire quand même assez scolaire. Ben, on va Mhm. rester dans ce schéma scolaire, tu vois. Mais de fil en aiguille, en fait, tu te rends compte que les réseaux et l'école, c'est quand même assez différent. Donc, tu peux pas reproduire de la même façon, même si tu peux avoir un travail rigoureux, de qualité, avec des recherches derrière. Il va falloir quand même le vulgariser, il va falloir quand même l'adapter aux gens que tu as devant toi. Donc, des gens que tu as devant toi, c'est comme tes patients, par exemple. Tu commences à leur dire, oui, d'après l'étude que j'ai lue sur PubMed qui dit que on ne va rien comprendre, bah, tu t'adaptes en fait au public et quoi de mieux que la visibilité et que parfois c'est un peu trompeur, mais ça permet quand même de t'orienter. Plus tu vas être vu, plus tu vas être remarqué, commenté, plus ça veut dire que ton qualité s'oriente vers une demande. Ça ne veut peut-être pas dire que ça travaille de super bonne qualité parfois, mais en tout cas, ça répond à une demande. Donc moi, c'est plutôt ce qui m'a orienté, plutôt que de rester dans ce que je savais faire en faisant des recherches scientifiques et en faisant des, tu vois, ça on sait faire. Enfin, c'est bien, tu vois, de le faire et je salue ceux qui le font super bien, il faut continuer à le faire. Mais si tu veux si tu veux t'adresser au réseau, il va falloir à un moment sortir un peu de ça. On le voit chez tout le monde. Tous ceux qui se disent, non, mais moi, je m'adapte toujours à un moment donné, si tu veux que ça marche et que tu veux être entendu sur les réseaux, il va falloir que tu sortes un petit peu de ça et que tu t'adaptes à l'outil que tu as en face de toi. Tu vas pas avoir un jury de personnes académiques, mais tu Mhm. vas avoir des gens de 15 ans à 77 ans qui connaissent rien à la santé, qui connaissent rien à la science, à qui tu vas devoir parler et tu vas devoir parler rapidement parce que leur temps d'attention, il est court. Et puis, il va falloir que, tu vois, ils adhèrent à ton discours. Ouais, effectivement, encore une fois, c'est une forme d'adaptation à ton public, à la cible que tu souhaites Voilà. toucher. Je pense que c'est super intéressant parce que personne ne se tire véritablement dans les pattes. Chacun a sa forme de communication et permet en fait à certaines personnes, à un moment donné, de rentrer dans cet univers-là. Et donc, en fonction de là où est le sportif dans sa réflexion, dans ses connaissances sur le sujet, il va peut-être plus ou moins rentrer sur telle ou telle thématique et notamment sur la manière comme tu vas le dire et le faire sur les réseaux sociaux. Peut-être sur un truc beaucoup plus humoristique, peut-être sur un truc beaucoup plus sérieux. Et effectivement, bah souvent, la partie plus divertissement, ça fonctionne davantage, d'autant plus sur des formats courts comme sur les réseaux comme Instagram et TikTok. Ouais. Moi, en fonction du temps que j'ai et de l'investissement que j'en ai, tu vois, forcément, je me suis adapté à un format plus court. Et puis, effectivement, l'humour, vulgariser, essayer de faire des choses assez ludiques, tu vois, ça me correspond beaucoup plus. Moins me prendre au sérieux que, bah, au quotidien, tu vois, quand même, on reçoit des gens qui ont des maladies, qui sont, tu vois, donc, même avec eux, tu vois, j'essaie quand même d'être comme ça, et de dédramatiser un petit peu les choses, d'être un petit peu plus léger parfois. Mais ça reste quand même des sujets sérieux, tu vois. Quand une personne a la balle depuis 3 mois au dos et qu'elle a une hernie discale et qu'elle peut plus travailler et s'occuper de ses gosses, c'est quand même un sujet très sérieux. Mais de dédramatiser un petit peu sur les réseaux et même faire des trucs un peu humoristiques, tu vois, moi, ça m'aide beaucoup. Et je trouve que ça aide les gens, tu vois, même en apportant un petit peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'humour, ben, même s'ils ont une pathologie, même si ça ne va pas les soigner, tu vois, ça leur apporte quelque chose et ça dédramatise un petit peu. Tu vois, on sait que la sphère psychosociale, ça joue beaucoup sur toutes ces pathologies. Donc, moi, je me suis dit, ben, comment jouer sur la sphère psychosociale à ma façon? Ben, c'est ça, un petit peu, de dédramatiser, d'apporter un peu d'humour. Mais tu vois, c'est vrai qu'en ayant quand même ce qu'on peut, le reproche qu'on peut faire, oui, mais attention, c'est trop vulgarisé, c'est trop d'humour ou trop court, tu vois. On sait très bien, on sait tous que c'est pas une vidéo de 30 secondes qui va te soigner. Mais par contre, elle peut t'apporter énormément d'humour, énormément de joie quand tu la regardes et ça peut te, comme tu dis, ça peut être une porte d'entrée vers dire, bon,
ah, j'ai mal au dos. Et lui, ce qu'il dit, bah, il dit qu'il faut être en mouvement. Moi, il dit ça, tu vois, et après, de fil en aiguille, bah, je vais peut-être aller vers du contenu un petit peu plus sérieux ou alors un petit peu plus documenté. Je vais demander à mon médecin, je vais demander à mon kiné. Et finalement, j'aurais compris que il faut être en mouvement, il faut pas trop dramatiser, il faut s'entourer d'une équipe sérieuse, tu vois. Et tout ça, je l'ai appris grâce à quelqu'un qui disait sur TikTok, faut se bouger le cul. Moi, je pense que clairement, ceux qui critiquent ce genre de, enfin, le contenu comme tu peux le faire, c'est des gens qui sont vraiment, qui sont étroits d'esprit en fait. Comme tu l'as très bien dit, c'est pas ça qui va guérir la personne. Et je pense pas que la personne, elle ait cette volonté-là quand elle va sur les réseaux sociaux. Par contre, effectivement, tu as ouvert une porte, tu as sûrement ouvert des lumières, des espoirs dans la tête de certaines personnes parce que tu as dédramatisé la chose. Et derrière, en fait, ce confrère qui est étroit d'esprit, peut-être qu'il va récupérer un patient que toi, qui t'a découvert sur les réseaux sociaux. Et en fait, son traitement va être beaucoup plus facile parce que justement, au préalable, il est tombé sur toi sur les réseaux et avec ton humour, ta bienveillance, eh ben, il est arrivé avec peut-être des idées beaucoup moins préconçues que ce qu'il aurait pu avoir sans consulter ton contenu. Bah, les kinés, ils ont plutôt cette image-là de, tu vois, de jeunes, assez dynamiques, assez, tu vois, c'est ce que tu viens rechercher quand tu vas chez le kiné aussi. Tu viens pas chez le kiné comme tu vas chez le médecin ou comme tu vas chez un autre professionnel de santé. Tu sais très bien que c'est le plus souvent quelqu'un d'assez sportif, le plus souvent quelqu'un qui va te parler quand même de mouvement, qui tu t'attends pas à ce qu'il te colle dans une salle et qui te mette deux électrodes dessus et puis ciao. Pourquoi il y a beaucoup de kinés sur les réseaux? Parce que ça correspond aussi bien à notre façon de faire, à notre façon de communiquer avec les gens. On est à la fois assez proche des gens, on sait s'adapter à eux, on sait rentrer dans leur univers, ils savent rentrer dans notre. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que ça marche assez bien si on reproduit cette même façon d'être. On est à la fois un peu naturel, un peu, tu vois, adapté, un petit peu plus léger. L'idée du kiné qui, dans sa salle de kiné, fait un petit goûter ou, tu vois, mais c'est la continuité, en fait, de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins bon kiné? Si ça se fait comme ça depuis des années et si ça se fait dans les cabinets, c'est que, tu vois, ça fait partie aussi du traitement, d'être proche des gens, de rigoler avec eux et de, tu vois, des fois faire des blagues salaces, des fois faire des mauvaises blagues, des fois d'être un peu relou, tu vois, ça fait un peu partie de nous, moi, je trouve. Enfin, moi, j'ai toujours vu, depuis que j'ai fait mes études, des kinés qui faisaient des blagues ou qui étaient limite un peu relou. Tu vois, au début, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est la foire d'empoigne ici? Le mec, il fait dégoûter, il fait des blagues. Après, j'ai très vite compris qu'en fait, il y a 50% des patients, si tu fais pas ça, ça leur apporte un petit peu moins, tu vois. Il y a le traitement qui est sérieux, tu vois, derrière. Mais il y a aussi quand même, tu vois, un petit côté ludique, un petit côté humoristique, un petit côté, il s'attache à toi, tu t'attaches à lui. Donc pour moi, ça fait partie du traitement. Donc c'est la même continuité qu'on retrouve sur les réseaux. Le meilleur kiné qui connaît tous ces traitements, s'il n'a pas un petit côté jovial et sympathique, il Mm. manque quelque chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça fonctionnera sûrement pas, alors que c'est peut-être qu'il est meilleur que tout le monde. Et Mais c'est ça. si tu n'as pas ce côté humain, effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Donc, tu es kiné depuis pas mal d'années, comme tu as pu le dire dans ta présentation, depuis 2007, si mes Ouais, informations sont bonnes, et ostéopathe depuis 2014. c'est Qu'est-ce que ça. le jeune thérapeute faisait et que tu ne fais plus du tout aujourd'hui avec l'expérience? Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ce que vraiment je fais plus, c'est de me surinvestir avec un patient qui est pas prêt ou alors qui est pas en capacité de suivre autant d'engouement que je peux mettre sur un traitement, tu vois. On a tous une capacité à prendre quelqu'un et à l'amener, pas dire où on veut, mais on peut au moins le traiter ou s'investir. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, c'est quand même que dès mon bilan, je vais doser la part d'investissement que je vais mettre dans mon traitement et qui va être proportionnel à ce que le patient peut recevoir ou ce que le patient veut recevoir. Parce qu'il y a ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. C'est vraiment une chose que j'ai appris avec l'expérience, c'est de ne pas se surinvestir et de ne pas se sous-investir non plus, mais parce que sinon, on se fatigue beaucoup plus vite. Donc, ce que je ferais plus, c'est ben voilà, partir un peu sur les chapeaux de roue, mettre des choses en place que les patients il n'a même pas compris l'intérêt de la chose ou j'ai pas assez fait d'efforts pédagogiques pour lui dire pourquoi c'était important. Donc d'abord, ce côté-là, un petit peu communication, lui parler, ce qui peut suffire en fait finalement. Une fois qu'il a eu le déclic de se dire, bon, ben, il va falloir que je me lève et que tous les jours je marche un petit peu, une fois qu'il a compris ça, tout le reste, ça va être beaucoup plus facile. Mais si tu Hmm. n'as pas compris ça, qu'il va pas le faire, qu'il n'a pas compris que voilà, son échauffement, il va falloir qu'il change un peu les choses et que ben, il fait toujours exactement la même chose. Si tu l'as pas expliqué, t'as pas fait l'effort d'abord t'investir dans lui expliquer ça et puis après lui montrer ce qu'il pouvait faire. Puis après,
tu veux faire des méthodes de thérapie manuelle, de massage, de tout ce que tu veux. T'es parti trop vite. Et si tu t'es surinvesti pour la chose, alors que t'as pas respecté ben, ce que lui ressentait ou ce que lui pouvait ingurgiter comme connaissance, ben, tu t'es trompé. Je ferais plus aussi beaucoup trop de manuels. Au début, je faisais beaucoup de manuels parce que je suis d'une école où il y avait pas mal de thérapie manuelle. Après, j'ai enchaîné avec l'ostéopathie, mais c'était entre guillemets la mode à l'époque et puis c'était tu vois, la demande. Et puis il y avait beaucoup moins d'études scientifiques, il y avait beaucoup moins de recherches. Là, maintenant, on s'est aperçu qu'il il fallait faire un effort plus de communication, de parler avec le patient, et puis d'autonomie, et puis voilà, d'aller vers ce genre de traitement-là. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une évolution du métier? Je sais pas, mais voilà en gros ce que je ferais, c'est que je m'adapterais mieux au patient, et puis je travaillerais plus sur l'autonomie. Ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis parce que déjà, cet aspect pédagogie, pour moi, c'est la base. Et en fait, effectivement, quand on sort de nos instituts, on n'est pas vraiment formé à ça. Ou en tout cas, nous, à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Et j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je pense que j'en suis loin de mon plein potentiel, mais pour moi, c'est vraiment une compétence primordiale que tout professionnel du sport et de la santé devrait avoir. C'est pour ça que les réseaux, ça nous apporte ça. Tous ceux qui font des Mm. réseaux, ça t'aide- Complètement. ça t'apporte des efforts de communication que tu peux pas faire ailleurs que Ouais, en te mettant à nu devant une caméra ou en parlant devant des gens. Mais ça va développer énormément ton côté communication. Quand tu vas parler avec un patient, après, ça va être assez facile de lui expliquer et tu vois, de t'adapter à lui parce que tu as fait l'exercice plusieurs fois. Tu t'es trompé, tu as fait plein d'échecs, tu t'es repris, tu t'es vu comment toi tu parlais, tu t'es exposé aux gens. Donc forcément, bah, une fois que tu vas être devant un patient, tu vas être beaucoup plus percutant. Tu vas trouver les mots qui vont résonner en lui parce que tu t'entraînes toute l'année à faire ça. Tu vas être un meilleur communicant. Et parfois, ça peut suffire. C'est ça qui est fou. Tu te dis, mais Mm. tu as le pouvoir des mots et le pouvoir de ce que tu vas donner à une personne et comment tu vas lui expliquer, comment tu vas le motiver, comment tu vas lui transmettre ta connaissance. Ça peut suffire. Donc, Clairement, je suis bien d'accord avec toi. Et notamment, tu parlais de cette adaptation, encore une fois, qui pour moi est un super conseil que devraient prendre tous nos jeunes confrères. Moi, c'est un truc aussi où j'ai été. En fait, j'ai eu pas mal de frustration, notamment bah, justement, comme tu le disais, après notre cursus en kinésithérapie du sport, où en fait, tu as envie de prendre en charge tout le monde de la manière d'un sportif de haut niveau. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas le cas de beaucoup de voilà. patients. Ils n'ont pas du tout en fait cet objectif-là. Et donc, il y a une dichotomie entre toi et le patient. Et ça, c'est important quand même de s'en rendre compte rapidement. Et si c'est pas le cas, ben, en fait, de changer un peu son activité. Moi, pour être totalement transparent, je pense que mon activité, elle est vraiment tournée sur le sportif parce qu'en fait, j'ai pas su switcher au niveau de cette frustration. Je sais très bien que j'ai des confrères bien meilleurs que moi pour s'occuper de la population générale. Moi, c'est un peu l'inverse. Tu vois. J'aime bien travailler avec des sportifs, mais j'aime travailler avec la population générale parce que c'est là où tu as justement ce curseur d'explication et il est beaucoup plus important. Un sportif, il a déjà une connaissance de base. Le sportif, tu vas devoir user d'une psychologie encore différente. Tu vois. Ouais, Non complètement. seulement tu vas devoir le convaincre, seulement il va falloir te faire confiance, mais quelque part, s'il te trouve mieux que toi, enfin, il va aller ailleurs. Tu vois. Et ça, Mm. c'est un peu une autre frustration qui arrive après. Tu te dis, ah, moi, je travaille avec un sportif. Et tu te rends compte que l'investissement que tu vas mettre aussi auprès de lui, attention à la personne que tu as en face de toi, tu vois. Si tu es un sportif, parfois ils sont prêts à tout, parfois ils vont écouter tout et n'importe quoi. Si c'est quelqu'un à qui tu fais confiance et qui te fait confiance, ensemble, vous allez dans le même chemin, ça va. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui, dès le lendemain ou dès que son coach va lui dire, ah, mais non, mais ça, ce que tu as fait, c'est de la merde, ça change de virage, c'est assez frustrant, tu vois. Et ça, je pense que c'était déjà arrivé aussi, de mettre des choses Clairement. en place, de voir que la personne, en fait, donc, ce qui peut arriver avec un sportif peut aussi arriver avec des gens. Mais avec des gens lambda, bon, ils ont moins ces interférences-là qui arrivent, tu vois, de sportif. Il a des informations un peu de tous les côtés, il a plein de Mm. professionnels autour de lui. Donc, des fois, il sait pas trop où aller. Si toi, en plus, tu travailles pas dans son réseau, ben, c'est un peu foutu, tu vois. Donc, d'être le référent numéro un d'un patient, au-delà du médecin, ou au-delà d'un professionnel de santé, ça passe. Maintenant, si tu es dans tout un staff, si c'est un staff organisé et que tout va bien, c'est bon. Si tu es comme la plupart des kinés dans un truc isolé, et même si tu sais ce que tu dis, et même si tu sais ben, parfois tu vas un peu te casser les dents, ce qui est Mm. dommage. Ouais, ouais, Et bah, alors, tu vois, c'est un peu tout l'intérêt du podcast, c'est de faire intervenir des gens qui, pour moi, ont une parole saine et pertinente. Et justement, en fait, de montrer aux sportifs quels sont les professionnels du sport et de la santé qui peuvent les accompagner.
comment les accompagner. Et finalement, au fur et à mesure des épisodes, je me rends compte forcément qu'il y a des conseils qui convergent clairement. C'est ces conseils-là qu'il faut véritablement utiliser, à mon sens, pour tous les auditeurs. Si le conseil il vient de manière récurrente, c'est que c'est quelque chose qui est fiable, en fait. Quand tu as une équipe autour de toi, quand tu es sportif, tu le fais par exemple juste ton kiné qui travaille avec ton coach, ça va tout changer à ta prise en charge. Ça va apporter au coach, ça va apporter au kiné. Et si en plus tu travailles avec un ostéo, avec le préparateur physique, ben là c'est encore mieux parce que ça, tout le monde va aller dans Exact. le même sens. Mm. Et tu vas perdre beaucoup moins de temps, tu vas perdre beaucoup moins d'énergie. Il suffit que des fois vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde. Alors que le patient, il va recevoir ça comme deux informations qui sont différentes, ça va le perdre un peu. Alors que le fait de s'entendre ensemble, en tout cas moi quand j'ai travaillé avec le coach, sur certains athlètes, sur certains sportifs, même sur des niveaux qui sont pas super hauts, c'est là où ça m'a marché le mieux, tu vois. En Clairement. termes de délai de reprise, de quoi où il veut qu'ils reprennent. Et moi, je m'oppose, ou alors je lui explique pourquoi, il comprend et il lui dit la même chose. Le sportif, il va écouter son coach. Et Ouais. son coach, il va essayer de trouver la meilleure réponse. Et donc, si c'est pas toi la meilleure réponse, il va chercher chez un autre kiné ou chez un autre professionnel. Et une fois qu'il aura trouvé la réponse qui lui convient, tu vois, il va l'adapter. Si tu arrives aussi à faire pareil, cet effort de communication avec le coach, mais bon, ça prend du temps, ça prend de l'investissement. On n'est pas tous dans un staff, et même si on est dans un staff, ben ça va être du bénévolat, tu vois, de communiquer avec le coach ou avec le. C'est pas rémunéré, ça. Encore une fois, moi, je fais ça quand le patient, quand le sportif est investi, par exemple, un jeune sportif qui veut devenir pro, qui fait beaucoup, qui fait un peu d'efforts, tu vois, je me dis, bon, bah là, ça vaut le coup, tu vois, d'aller contacter le coach ou de travailler avec le coach et de s'investir pour lui parce qu'il a quand même un profil qui veut aller vers, qu'on peut amener vers l'excellence et pour sa vie future, même s'il ne devient pas pro, bah, tu vois, il sera allé quand même au bout de sa démarche. Donc là, Exact. je m'investis un peu plus. Si c'est un sportif, tu vois, qu'il faut toujours tirer, que même si tu donnes des conseils, et que le coach, il s'en fout un peu, ou alors, pareil, tu vas le soigner, tu vas rester bienveillant, gentil, sympathique, tu vois, mais tu t'adaptes juste à la personne que tu as en face de toi. Tu peux pas soigner tout le monde contre leur gré et de la même façon, tu t'adaptes et créer un réseau et créer un coach, un staff autour de soi. Ça vient surtout, surtout, surtout du sportif, tu vois. C'est lui qui va fédérer tout le monde et Ouais. qui montre qu'il a besoin de beaucoup de monde pour l'amener vers son meilleur niveau, tu vois. Et le coach, il peut, en second, je pense que c'est le coach qui va l'aider, tu vois. Le coach, quand il fait l'effort d'appeler le kiné ou d'appeler le médecin ou de trouver un petit peu, de faire un carnet d'adresses, de fédérer tout ça, ben, ça marche beaucoup mieux. Ouais, mais c'est un vrai conseil que tu donnes là, effectivement, c'est que les athlètes, ils doivent être proactifs dans cette démarche-là, parce qu'ils sont centrales, finalement, autour de tous ces professionnels-là, et que s'il n'y a pas un investissement de sa part, encore une fois, il ne se passe rien. En revanche, Ouais. s'il est proactif et qu'il s'investit dans cette démarche, il peut vraiment avoir des résultats intéressants. Quelles sont les trois blessures, pathologies au sens large du terme, que toi, tu rencontres le plus? Moi, les blessures que je rencontre le plus, ça va être les lésions musculaires, vraiment des ischio-jambiers, ou les sprinteurs, les sauteurs en longueur, les footballeurs aussi. C'est vraiment la blessure, une fois qu'elle est apparue, elle peut revenir en plus. Il y a beaucoup de récidives. Donc, après les traumatismes, cheville, genou. Et après, vu que je suis ostéo, j'ai aussi pas mal de lombalgie, de douleurs du rachis. Ok. Et justement, avec ces pathologies-là, tu as des problématiques, en tout cas dans ton cursus de rééducation, tu as ce besoin de reprise de course. Comme je le Ouais, disais en intro, toi aussi, tu cours beaucoup. C'est même une passion hein, pour toi. Il me ouais. semble que tu es spécialisé dans la rééducation des pathologies de course à pied. Comment tu juges qu'un sportif, un de tes patients, est apte à reprendre la course à pied? Et surtout, comment tu gères cette reprise de course à pied chez le sportif? Alors, en fait, la reprise de course à pied, j'essaie de l'arrêter le moins longtemps possible. En fait, je l'anticipe dès le début, tu vois, la reprise de course à pied, il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas l'arrêter. Par exemple, dans la lésion musculaire, rien ne t'empêche de faire de l'aérobie quasiment dès le début, tu vois. Courir à une intensité sous-maximale, ça ne va rien changer. Au contraire, même, on a prouvé que ça pouvait même aider, tu vois. Donc, voilà, ça dépend un peu de la blessure, mais tu vois, une lésion musculaire moyenne qui n'est pas trop. Tu vas courir 3-4 jours après, tu peux déjà faire un petit footing, tu vois, et même c'est intéressant de le faire dans ton traitement. Mhm. Donc, moi, c'est comme ça, en fait, que j'envisage la reprise sportive. C'est dès le début, en fait, de me dire, bah, sportif, quand il continue à courir, tu vois, pour lui, même s'il fait pas du sprint, ben, tu vois, c'est déjà psychologiquement autre chose. Après, quand c'est dans les cadres de traumatisme, ou que vraiment tu vas isoler, ben, tu vas utiliser des activités de transfert, vélo, rameur, l'aquarunning, tu vois. Mais je vais essayer Mhm. quand même d'être proche, tu vois. Si je peux faire de l'aquarunning pour un coureur,
ben, c'est ce que je vais privilégier, tu vois. Si je lui explique Ouais. qu'il faut aller à la piscine, je lui prête la bouée, je lui explique comment tu peux courir. Pour que, tu vois, il est quand même encore toujours de se dire, ben, je peux pas avoir parce que j'ai un traumatisme, mais assez rapidement, je vais revenir en course. Après, deux cas de figure, une fois que la cicatrisation s'est passée, je vais avoir le patient passionné, tu vois, qui fait du sport en loisir. Mais lui, je vais clairement lui dire comment je vais lui donner la démarche à suivre. La reprise marche-course, par exemple, 2 minutes de course, 1 minute de marche, progressive, rester sous la douleur, essayer d'augmenter la charge progressivement, tu vois, de quantifier le stress mécanique progressif pour que ça augmente et puis que progressivement tu améliores tes capacités. Ça, je vais lui expliquer. Et ils le comprennent assez facilement, ils le font naturellement. Je vais le revoir chaque semaine et il va me dire, bah, la semaine dernière, j'ai fait un footing de 20 minutes, j'ai couru, j'ai marché un petit peu, mais j'ai pas eu mal. On va augmenter. Ou alors j'ai eu mal là. On rectifie un peu la chose. Et avec des sportifs un petit peu plus élaborés, si c'est des sprinteurs ou si ils font pas beaucoup de footing long, tout ça, bah là, je vais être un petit peu plus technique sur, par exemple, je sais pas, 3 fois 400 et pourquoi pas les accompagner sur le stade, tu vois, aller avec eux sur le stade, faire 5 fois 400 puis marche, voir comment ça évolue, 10 fois 400 jusqu'à ce qu'ils puissent recourir et puis jusqu'à ce qu'ils puissent accélérer et voir après, bah, passer la main au coach et lui dire, voilà, là, il peut accélérer à 60%, 70%, on va augmenter, mais être un petit peu plus proche de lui quand l'enjeu est un peu plus important ou quand il a des compétitions, quand il a, tu vois, des choses un peu plus spécifique. Quand c'est un coureur qui va courir un marathon, qui se blesse au milieu de sa préparation, je vais laisser un petit peu plus gérer sa douleur et un peu plus travailler au ressenti. Quand c'est un sportif un peu plus évolué, ben, je vais plutôt voir avec le coach ou avec son staff ou alors avec lui-même, mais essayer d'être un peu plus précis sur ce que je lui donne comme reprise de course. Je ne sais pas si vous avez capté la valeur de ce que vient de dire Smaïn, mais pour résumer un peu la chose, pour moi, il y a deux choses essentielles. C'est que il court assez rapidement. Ça veut dire que la prise en charge, tu as parlé de 3-4 jours, c'est-à-dire que la prise en charge, elle est vraiment précoce. Et ça, c'est Ouais. vraiment un truc à debunk parce que pour moi, c'est vraiment une de mes missions. J'en ai marre d'entendre le repos, etc. Ça vient petit à petit, je pense, hein, mais c'est une croyance qui est encore bien, bien, bien costaud. Donc ça, c'est la première chose. Un kiné, il peut vous voir dès le lendemain de la blessure. C'est là où ça se passe le mieux, quoi. Si tu... Moi, Exactement. mes patients qui sont repris le plus tôt possible, parce que je les avais vus, limite, ils se blessent, ils m'appellent de suite, ils viennent, voilà. Ils adaptent leur entraînement, tout simplement. Ils vont pas Exactement. s'arrêter de s'entraîner, hein. Ils vont faire Voilà. quand même leur entraînement, ils vont aller à l'entraînement tout comme d'habitude. Simplement, au lieu de faire, je sais pas, du sprint des 60 mètres, eh ben, cette fois, ils vont faire un petit footing de 10 minutes, et puis après un travail de gainage, et puis ils vont commencer à mobiliser un peu leur ischio-jambier. Ça peut Mm, être ça leur entraînement, mais ils vont pas s'arrêter. Donc, tout forcément, ben, quand tu t'arrêtes pas, est-ce que tu as une notion de reprise? Non, tu as une notion plutôt d'adapter ton entraînement une fois que tu as la capacité de re-accélérer, ben, tu accélérer. Sauf dans les cas de traumatisme, mais encore une fois, tu vois, si tu es fait une entorse de cheville, il y a plein de choses qu'on peut faire. Toujours pareil, il faut s'adapter à, tu vois, tout le monde n'a pas besoin de reprendre de façon précoce ou trop rapide, ou, tu vois. Nous, on a toujours cette vision de se dire, oh là, faut qu'il reprenne vite et on va tout de suite se lancer dans, et voilà, quelqu'un qui court le dimanche et qui veut continuer à courir, même si elle est surmotivée, bon, bah, tu vas pas lui dire de venir tout de suite au cabinet. Le délai, il est quand même, on a un délai qui peut être un petit peu plus long et tu vois, on peut prendre un petit peu plus le temps de mieux reprendre. Je pense qu'un truc à souligner, c'est que malgré que tu puisses reprendre assez rapidement, etc., l'adaptation, elle vient aussi grâce à tes connaissances et donc se faire entourer par un professionnel du sport et de la santé. Ça ne veut pas dire que par rapport à tout ce que tu viens de dire, faut pas que les gens croient que ben, ils se gèrent tout seuls par rapport à deux, trois vidéos Instagram. Et puis la deuxième chose qui me paraissait hyper importante, c'est cette notion bah, effectivement qui découle de l'adaptation, c'est la notion de progression en fait dans ton volume et ou dans l'intensité de l'exercice finalement. C'est ce que tu vas lui donner, en fait. Tu vas lui expliquer comment il va pouvoir évaluer ça et comment il va faire progresser. C'est plus ou moins technique selon le niveau et selon les objectifs du patient, de l'athlète, tu vois. Mais il faut être capable effectivement, d'avoir quand même des connaissances, notamment en course à pied, comment tu vas adapter son entraînement en fonction de son niveau, si c'est un sprinter, s'il fait du fond, demi-fond, si, en fonction de sa blessure, tu vois, et tout ça, tu vas le mélanger, et puis tu vas lui apporter une réponse selon tes connaissances. Tu être assez carré, tu vois, dans ce que tu vas lui proposer. Tu commences à être un petit peu trop vague ou tu lui expliques pas comment il doit progresser ou comment il doit faire cette reprise sportive.
cette reprise de course. Et il peut très rapidement reprendre trop fort et revenir assez rapidement à la blessure. Vraiment, ouais. Voilà. J'aimerais qu'on parle d'une cloison musculo-aponébrotique qu'est le diaphragme. On connaît l'importance de ce diaphragme qui est cher aux kinés et surtout aux ostéos. J'aimerais que tu nous parles véritablement de son importance et pourquoi. Déjà, il a pas mal de rôles et assez importants en termes de physiologie. Le rôle le plus important, ça va être la respiration. Ouais, Quel muscle travaille constamment du début à la fin de sa vie pour nous faire respirer? Mis à part le cœur, enfin, après, il y a le diaphragme, tu vois. C'est un muscle qui est assez particulier, tu vois, qui est entre cavité cardiaque et abdominale, qui va avoir un impact sur la posture, sur le système digestif, sur le système cardiaque, qui va évidemment, voilà, te permettre de respirer, mais qui va aussi t'aider pouvoir te stabiliser quand tu vas faire un effort. Il est même relié au cerveau par le nerf vague, tu vois. Il a pas mal de choses qui passent à l'intérieur, des choses qu'il traverse. Nous, on le travaille beaucoup parce que ça va être un muscle qui, par son effet physiologique, le fait de le travailler et le fait d'avoir une action sur lui, ça va avoir des conséquences physiologiques assez importantes et parfois qu'on sous-estime, tu vois, sur l'aspect respiratoire, sur l'aspect cardiovasculaire, mais aussi sur l'effet neurologique, sur l'effet de détente, sur l'effet parasympathique, tu vois, et sur l'effet vasculaire aussi, digestif, sur l'effet digestif, pardon, c'est-à-dire que sur ta capacité à mieux digérer les aliments, à éviter les ballonnements, tout ça. Et sur l'aspect aussi vasculaire, le fait chez les sportifs, on retrouve quand même pas mal de diminution de la vascularisation du système digestif quand ils sont en effort. mm, Ben, le mm. fait d'améliorer un petit peu cette pompe du diaphragme sur le système digestif, et ça va améliorer aussi sa vascularisation. Le retour veineux, on sait qu'il est fortement influencé par la veine qui passe par le diaphragme. Donc, toutes ces connaissances physiologiques qu'on a sur le diaphragme, pour nous, ça nous paraît assez naturel de se dire que si je travaille mon diaphragme, en tout cas, si j'arrive à lui redonner une bonne physiologie ou un bon fonctionnement, ben, ça va améliorer pas mal de paramètres. Ouais, ouais, il a un rôle vraiment multiple. C'est important d'en prendre conscience et de Voilà, travailler sur quel ce. muscle a autant de capacités et, et au cœur d'un système, de plusieurs systèmes, tu vois. Aucun quasiment. Voilà, à part peut-être le périnée qui, tu vois, c'est un ensemble de muscles. En plus, c'est même pas qu'un muscle. On va dire toutes les thérapies holistiques, tu vois, je travaille sur le diaphragme. Le yoga, tu vois, Ouais, c'est tous les vrai. thérapeutes, les réflexologues, on peut facilement y avoir accès par la respiration, on peut y avoir accès par nos mains, on peut y avoir accès par jouer aussi sur la cage thoracique, sur la colonne, jouer sur nos postures. On va y avoir accès par le système digestif aussi, tu vois, le système cardiaque. Mais on va y avoir accès aussi par le sport, par Mhm, tous les efforts qu'on va lui demander, mhm. par les exercices aussi qu'on peut faire pendant le sport. C'est vrai que il y a un manque souvent de connaissances anatomiques chez les gens, en particulier aussi chez les sportifs. Ceux qui ne connaissent pas ce dont on vient de parler, je les invite véritablement à se renseigner, regarder un peu bah, déjà ce qu'est le diaphragme, où est-ce qu'il se situe, etc. Comprendre Ouais, effectivement. tout ce dont tu as parlé. Ouais. C'est vrai que ça va jouer énormément quand tu vas connaître où est-ce qu'il s'insère, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, toutes ces fonctions, et puis ça va te parler de tout thérapeute qui apprend le fonctionnement du diaphragme, il va connaître son importance, tu vois, et pour lui, ça va être, bah, effectivement, le diaphragme, si je fais un travail chez une personne qui a une lombalgie, ben, je vais l'aider parce que je sais qu'il y a un travail postural, parce que je sais qu'il va gérer mieux sa Mhm. respiration, parce que le système vasculaire va s'améliorer, et que si je joue sur plusieurs systèmes, si j'améliore son environnement de santé par juste en travaillant son diaphragme, pourquoi s'en priver, tu vois, Bien sûr. c'est assez facile. Smaïn, on va passer sur la dernière partie du podcast. Quel est ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de bien s'entourer. C'est le sujet du podcast d'ailleurs. Donc, Bien sûr. c'est de bien s'entourer et de constituer, comme tu le dis souvent, une équipe, tu vois, une équipe soignante. On sait très bien que voilà, le staff et le coach, ça va être capital pour un sportif. Qu'est-ce qui va l'aider à s'entraîner au quotidien? Ben, ça va être son entraîneur, ça va être aussi son staff, le préparateur physique, le kiné, le podologue, le diététicien, le préparateur mental maintenant. Si j'ai un bon conseil à lui donner, voilà, c'est de bien s'entourer. Mhm. Au-delà de ça, c'est voilà, d'écouter les conseils, de se faire une idée de tous ces conseils-là et puis de pouvoir les adapter bah, à son temps, à ce qu'il peut donner, tu vois.
il y a quelqu'un qui a pas le temps, mais qui est sportif quand même, mais qui a un taf à côté, ou tu vois, enfin, moi, j'ai plus souvent ce profil-là de personnes, de sportifs qui sont étudiants, même beaucoup, hein, de toute façon, à part les pros, ils sont minoritaires quand même. Mais c'est beaucoup de gens qui travaillent à côté, qui ont une famille, qui quand même doivent concilier le sport. Donc, essayer de voir en priorité ce qui chez eux, les points à travailler pour éviter les blessures. Donc, ça va être tout ce qui est prévention. Il faut qu'ils ont un staff, entre guillemets. Mais ça va être de travailler un petit peu sur la prévention de blessures et d'écouter justement son staff qui va l'orienter vers les meilleurs conseils qu'il va pouvoir adapter selon le temps qu'il a, selon l'investissement financier qu'il a. Voilà le conseil que je donnerais, tu vois, c'est vraiment d'écouter son staff, de se constituer un staff et après de l'écouter pour pouvoir l'orienter vers ce qui va limiter ses blessures et pouvoir le faire durer le plus longtemps possible en sportif, que ce soit amateur ou professionnel. Ouais, super. Merci beaucoup. Tu vois, hier, je suis intervenu pour la Ligue PACA dans le futsal. C'était les U18 voilà, qui avaient une Ah, sélection dans le pas le but. hand. Comment? C'était pas le hand. C'était pas le hand. Et du coup, voilà, c'est dans le but d'intégrer une équipe de futsal de la FFF, hein, de l'équipe de France. Donc, c'est des super joueurs. Et je me vois qu'ils sont vraiment délaissés. Et donc, à un moment donné, on m'a donné l'espace pour les sensibiliser sur divers sujets, notamment sur l'entraînement invisible, comme tu disais, un peu prévention de blessures, etc. Et on a parlé du conseil dont tu viens de parler. La remarque qu'un des joueurs m'a faite, c'est mais oui, d'accord, mais moi, j'ai pas de réseau. Comment je trouve ce médecin du sport, etc. Et en fait, en discutant un peu avec eux, bah, tu te rendais compte qu'ils avaient tous quand même une connexion à un moment donné avec des professionnels quand même compétents. Le joueur qui me disait ça était en connexion avec le kiné du RCT dans le rugby. Et je suis sûr que ce kiné-là doit être suffisamment professionnel pour avoir un réseau autour de lui. Et donc avoir un bon médecin du sport, sûrement un bon ostéo, un bon nutritionniste, un bon podologue, etc., etc. Et je pense que c'est une porte d'entrée et qu'il faut pas négliger. Donc, quand vous avez un professionnel du sport et de la santé avec qui vous vous entendez bien et qui est, semble-t-il, compétent, eh ben, faut l'interroger tout simplement parce que lui a Oui, sûrement déjà le réseau qui va pouvoir vous ouvrir. Et en plus de ça, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait un espace pluridisciplinaire. Vous êtes proactif dans la démarche et c'est win-win, hein. Et d'ailleurs, le principal des gagnants, c'est le sportif. Donc, ouais, merci beaucoup pour ton conseil. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, une ressource, peu importe, un documentaire à nous conseiller? mais comme on disait tout à l'heure, pour moi, la plus grosse des ressources et la plus importante, ça va être les livres de physio et Ouais, d'anatomie. ouais. Donc, moi, je recommande même aux sportifs ou tous ceux qui sont professionnels de santé, sportifs, préparateurs physiques, de s'acheter le Marieb ou tu vois, tous ces livres de physio là qui sont. Et où ils vont t'expliquer le rôle du diaphragme, la physiologie du cœur, la physiologie neuromusculaire. Donc, une fois déjà que tu as ça, tu as une bonne base. Après, les podcasts, ABD Podcast, ces podcasts-là, on les a tous écoutés. Imagine, Mhm, enfin, moi, en tout cas, je les ai bien écoutés. Au-delà de la préparation physique, tu vois, il parle beaucoup de santé quand même. Il fait intervenir pas mal de gens très intéressants, des pointures dans mhm, leur domaine. mhm. Donc, moi, je conseillerais plutôt ces podcasts-là. Et puis, en plus, il y en a beaucoup avec pas mal de gens. Et puis, ça fait longtemps qu'il fait ça. Ouais. Donc, ils ont quand même une capacité à bien gérer, tu vois, l'information et à bien trier tout ça. Ces livres aussi sont pas mal. Ce qui est en Mhm. préparation physique, ils Ouais, sont pas mal. génial. Bah, tu vois, c'est rigolo que tu parles de ça parce que moi, je crois que je les ai beaucoup écoutés pendant le premier confinement, justement, tu vois. Moi aussi, pareil. Parce qu'en fait, lui, il a fait ça avant. Du coup, il avait quand même pas mal d'avance, Contenu? tu vois, sur les podcasts, tout ça. Les plus gros fournisseurs de podcasts, je pense que c'est lui en préparation physique et Ouais, même en ouais, santé. Il parle quand même pas mal de santé dans ouais. ces Ouais, c'est choses. vrai qu'il y a du contenu, ouais. Smaïn, si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Plutôt Usain Bolt, quand t'aimes la course à pied, quand t'aimes le sport, c'est quand même une personnalité hors norme, qui a fait des choses hors norme et qui se prend pas la tête, tu vois, qui est assez naturel, qui est assez décontracté. Donc j'aime, tu vois, ces gens qui sont capables de travailler avec beaucoup de rigueur, d'apporter énormément de choses, mais tu vois, qui se prennent pas trop au sérieux, même style Barack Obama, Mohamed Ali, tu vois, toutes ces personnalités quoi, qui sont très populaires et qui
qui font un travail quand même très sérieux, mais à la fois qui paraissent très accessibles et qui paraissent assez naturels, assez sympathiques, tu vois. C'est des gens qui prennent quand même la bienveillance, la gentillesse, Mhm. mais c'est plutôt quelque chose qui me correspond. Donc, ce serait plutôt vers ces gens-là. Bon, un petit Ok. peu, peut-être un peu moins Mohamed Ali, il est un peu plus virulent, mais entre Barack Obama Et et Hicham. Usain Bolt, mais je pense que Usain Bolt pour le côté un peu plus sportif Ouais. et pour la performance physique, parce qu'aussi, il a eu pas mal de pathologies, de blessures, et à chaque fois, il a su se dépasser. Quand on parle de, tu vois, dans ton podcast de staff médical, ben lui, ça a joué énormément sur sa carrière, entre son Mhm. coach, le médecin qu'il allait voir, entre, tu vois, tout son parcours. Il n'a pas eu un parcours médical assez facile, tu vois. Il a eu quand même des embûches, tu vois, comme tous les sportifs. Il est parti avec une taille qui n'était pas bonne pour son sport, avec une scoliose, avec des blessures à répétition, avec plus ou moins une motivation dans son parcours. Et il a su quand même être le meilleur et tu vois, et marquer l'histoire. Donc pour moi, c'est un bon exemple de comment se dépasser. Et à la fois, il est méga cool, tu vois, il rigole, tu vois, il est avec tout le monde. Exactement. On Donc voit tous cette image où, voilà, avec c'est le ça. big smile, alors qu'il n'a pas fini son sprint. Voilà. Il n'a pas, même pas commencé. Alors tu les vois, les autres, ils font la gueule. Tu vois d'autres sprinteurs sans dire de nom. Mais bon, après, c'est normal. C'est un jeu, c'est le stress. Chacun vit un peu la chose différemment. Mais moi, j'aime un peu ces gens qui ont une attitude cool dans une ambiance assez lourde et assez Mm. importante, tu vois. Mm, mm, Ça mm. enlève rien à leur travail. Quel serait le meilleur moyen de te contacter? Par Instagram, je pense que c'est le meilleur moyen. Ouais, Alors, je ok, prendrai parfait. Ouais, je mettrai tout ça en lien dans la description. Comme ça, si certains ont envie d'aller un peu plus loin par rapport à tout ce dont on a parlé, je pense que tu dois avoir quand même pas mal de messages avec la communauté que tu as. des gens, ouais, surtout qui dans des traitements par Internet, c'est un peu difficile ça à répondre, tu vois. C'est souvent des pathologies, des gens qui sont dans tu vois, des errances médicales un peu, tu vois, Ouais, donc il faut pouvoir leur répondre quand même, parce que je trouve que c'est important, tu vois, si tu te mets en avant et que tu les envoies chier, des fois, tu n'as pas le temps de répondre à autant de monde. Ce qui est difficile, c'est de répondre à tous les commentaires. Ce qui est difficile, c'est de répondre à tout le monde. Parce que c'est ouais. un travail que t'estimes pas, en fait, au début. Tu te dis, je vais créer du contenu et tu t'attends pas à une pluie comme ça de gens qui font appel à tes services. Et à la Mm. fois, ça fait partie du service après-vente, tu vois, un peu de ce que tu proposes. Moi, en tout cas, moi, ma façon de faire, c'est de les orienter et de leur donner un conseil assez général qui peut Ouais, qui peut les aider, mais de pas trop rentrer précisément dans leur cas, tu vois. Par ouais. exemple, j'ai mal au dos, bah, dans ces cas-là, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est d'aller chez un professionnel de santé qui va nous permettre de nous remettre en mouvement et de progressivement d'aller vers diminution de la douleur, tout ça. Mais je t'invite tu vois, quand même à te rapprocher d'un kiné ou d'un ostéo qui est pas loin de chez toi, qui pourra mieux t'aider et s'adapte à ton cas. Ouais, Donc, mais déjà, c'est un super conseil parce que certains ne le savent pas. Ils savent pas voilà. qui pourrait les aider. Nous, on sait hein, qu'un kiné, un ostéo, enfin voilà, un professionnel pourra t'accompagner dans cette problématique de maux de dos, mais il y a des gens qui ne le savent tout simplement pas. Tu vois, pour parler d'un cas concret, il n'y a pas si longtemps, je rencontre un jeune footballeur. Problématique, clairement, je le teste un peu. Pour moi, c'est pubalgie, ça pue à mort la pubalgie. Et en fait, il me dit, mais ça fait ouais, 2 mois que je traîne ça. Et il me dit, mais il n'y a rien à faire. Et je lui dis, mais qui t'a dit ça? Bah, en fait, c'est les on-dit autour de lui. Mais à aucun moment, il y a un professionnel Ouais. du sport et de la santé qui lui a dit ça. Et donc, peut-être que si à un moment donné, ce mec-là aurait fait la démarche de t'écrire, de m'écrire, et que tout simplement, on lui aurait dit, ben voilà, je te conseille d'aller voir un confrère professionnel de santé, il aurait probablement fait la démarche derrière, et les choses se seraient bien passées, tout simplement. De rappeler qu'avant tout, il faut consulter et avant tout, il faut Ouais, s'en référer à quelqu'un qui va te voir, qui va te faire un bilan. Ton médecin, ton médecin du sport, qui va t'orienter, qui va te dire, bah, faire tel examen. c'est pas C'est une évidence pour tout le monde, en toujours un fait. bon conseil, ça. Mm. On va passer à la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? On en a parlé au début du podcast, peut-être Rémi Lancou. J'imagine que tu l'as déjà contacté. Non, pas particulièrement, je t'avoue. Il y a Yacine de PGC Paris qui m'a parlé de Nordo, que j'ai dans ma liste. Rémi aussi, bien évidemment, je l'ai dans ma liste, mais je ne les ai pas encore particulièrement contactés. Mais ça ne saurait tarder, ouais. Je pense que lui, il peut apporter quand même pas mal d'informations en termes de gestion du staff autour du sportif.
ce soit dans une équipe ou en individuel. En plus, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, donc Il se fait de plus en plus rare. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Rémi, c'est ce dont on a parlé à un moment donné dans le podcast, c'est sa pédagogie. Je trouve ouais, sa que... pédagogie. Mm, Puis c'est quelqu'un ouais, qui véhicule aussi quand même une image assez sympathique, assez proche des gens, tu vois. Il se prend pas pour sa simplicité, tu vois, son mm, humilité qui fait que une personne qui partage pas mal ses connaissances, je pense que clairement. pour un podcast, ce serait la bonne personne. Enfin, il en a fait pas mal, mais Il en a fait. Et assez. ouais, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore contacté, mais d'ici quelques temps, je le recontacterai pour l'entendre davantage, parce que comme tu dis, il se fait un petit peu rare ces derniers temps. Après, il a sûrement des raisons qui lui sont propres, donc on verra bien. Ouais. En tout cas, à chaque fois qu'il fait un podcast ou qu'il fait quelque chose il est écouté, voilà, Mm, ce mm, qu'il dit, c'est intéressant. Pour nous, kinés, tu vois, c'est quand même, enfin, pour moi, des kinés des réseaux et tout ça, c'est, pour moi, l'un des plus compétents, tu vois, que j'ai, mm. sa formation, elle a super bien marché, tu vois, tout Ouais, ce ouais, qu'il fait, clairement. Clairement, c'est pertinent. Merci ouais. pour la passe D. Smaïn, le mot de la fin? Au mot de la fin, ben, je te remercie de m'avoir invité pour ton podcast. On a pas mal bien revu, enfin, bien discuté de tout ce qui concerne l'entourage du sportif, comment se faire un staff assez facilement, comment se bricoler un staff pour faire de la santé du sportif une priorité. On va dans le même sens tous les deux parce qu'on a un petit peu la même formation, on a un petit peu la même façon de voir les choses. Essayer de faire avancer les choses de façon positive, de rester avec ce qu'on sait faire sans trop se prendre la tête, tout en étant accessible pour les gens et leur permettre d'avoir accès à nos connaissances et d'aider le plus grand nombre grâce au podcast, grâce au réseau, en améliorant notre communication, en nous remettant en question. C'est toujours intéressant, donc je te remercie pour ça. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Smaïn, pour ton partage. Et à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Va checker ce que fait Smaïn sur ses différents réseaux, que ce soit TikTok, Instagram. Je mettrai bien évidemment tout ça en lien dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, bah, pose ton 5 étoiles et ton pouce bleu. Ça donne de la force et ça permet un meilleur référencement du podcast et ça nous permet d'avoir de superbes invités comme Smaïn. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force.